Et à la fin, je me trouvais avec mon âme de poing en train de me poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai me bourré la gueule, j'ai me drogué, tout ça. Pendant 3 jours, j'ai dormi à la rue. En plus, c'était le mois de décembre, il faisait froid. Donc, mais ce que je dirais pour ces personnes-là qui sont encore dans cette situation, c'est chemin, c'est à vous, c'est votre combat, et il faut les passer. C'est bon. Par contre, on voit pas quand ça finit. C'est bon, il y a le petit point rouge? Oui. Ok, là je pars voir la Fondation Résilience. Donc la Fondation Résilience, c'est une fondation qui m'a beaucoup aidé et qui aide les blessés en opération, les blessés de guerre. Et donc du coup, je vais vous présenter un peu là où ils sont, à Hauteville. Et je pars rencontrer Enrique, qui est à la fondation depuis le début et qui fait une formation sur l'autonomie milieu naturel pour vivre en cas de situation dégradée. Donc voilà. Bonjour à YouTube. Je filme déjà. Ça va? Ça va? En forme? Ouais, ça va. Ouais. Puis voilà. Tu prends un café, moi? Ok, bon là on est à la Fondation Résilience dans une salle de cours en cours de travaux, comme vous pouvez le voir. Et je suis avec Enrique. Enrique qui fait une formation actuellement. Il va se présenter, je vais te laisser te présenter et puis savoir qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que c'est la Fondation Résilience. Bon, voilà, moi je m'appelle Henrique. Voilà. Je suis d'origine brésilienne, j'ai 34 ans, si je ne me trompe pas. Parce que moi, les chiffres, on ne fait pas d'eau aujourd'hui. Je suis arrivé en France en 2016 voilà, pour m'engager justement à la Légion étrangère, pour donner suite à mon rêve de continuer dans une institution militaire. Parce que tout simplement, auparavant, j'étais à l'armée brésilienne, dans une unité commando jungle. Ceux qui connaissent un peu similaire à la CRAJ. Donc, malheureusement, la vie s'est fait comme ça. En 2018, lors d'une opération au Mali, pas mal d'événements ont s'est passé. J'ai perdu un ami. C'est pas, je peux dire que c'est pas forcément la mort qui m'a déclenché un stress post-traumatique, mais c'est vraiment l'effet de savoir que quand il a resté, j'ai rentré. Voilà. Donc, grosse descente. Voilà. Du coup, ça c'était donc quand tu as eu l'événement et tu as développé le stress post-traumatique. Mais on va venir juste avant. Ma question maintenant c'est comment tu étais toi avant 2008 du coup c'était ça? 18. 2018. Comment tu étais avant 2018? C'était quoi ton quotidien? Déjà pour te donner en mention, avant tout ça, je peux dire que j'étais quelqu'un câblé. Voilà. Avant de venir à la Légion, mon dernier travail, par exemple dans les civils, j'étais responsable dans un hôtel 5 étoiles. Ok. Voilà, donc, tout ce que c'est chiffres, je maîtrisais parfaitement. Voilà, j'ai coordonné une équipe entière. Et après ces événements, voilà, après, comme je dis, en disant avant, ouais. ces événements-là, j'étais quelqu'un très actif, voilà, j'étais très sportif, tout ça. Bon, pour être la Légion, il ne faut pas chômer non plus. Hein. Et ce qui s'est passé, après ces événements, là, c'était la chute complète. C'était la chute complète physiquement, dans les côtés cognitifs aussi. Aujourd'hui, si je te donne un exemple, je n'avais pas fait des opérations de maths si je n'ai pas une calculatrice. Ah, ouais. Mon cerveau aujourd'hui, il assimile plus. Donc là, après, c'était l'après. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé en 2018, si tu veux Donc, les événements de 2018, je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses écrites sur ça. J'ai écrit des choses sur ça justement pour les rapports circonstanciés, tout ça. Ah, ouais. Mais mon cerveau, il a rentré dans les modes oubliés. Donc, ah oui, d'accord. Donc là, tout l'événement, ton cerveau n'a plus ou moins de j'ai des flèches des événements, tout ça, okay. Mais je n'arrive plus à vraiment voir toutes les images. Donc là, du coup, il y a eu l'événement. Sur l'événement, tu n'as plus vraiment de souvenirs concrets et tu as des flashbacks durant ça, quoi. Tout à fait. Moi,
voilà, dans ce mandat-là, il y a plusieurs événements qui ont se passé. Hein. Après, voilà, c'est le risque de ce métier. Mais l'événement qui a le plus marqué, c'était vraiment les décès de cette personne-là. Et justement, sur cet événement, j'ai que des flèches, voilà, des morceaux vraiment voilà, des images, tout ça. Après, il y a eu des autres événements voilà, je me rappelle bien de voir ce qui s'est passé. Mais justement, cet événement en question, c'est le qui j'ai plus de mal à vraiment à rassembler vraiment des morceaux, des images. Ok, c'est intéressant parce que je suis déjà tombé sur une personne pareil, il m'a parlé de ça. Il m'a parlé pareil, il ne se souvient de rien du tout. Et il dit j'ai de la chance de me souvenir de rien. Contrairement à toi où tu as eu des flashs, en plus tu as perdu quelqu'un. Donc là, forcément, il y a eu ce souvenir qui est resté, quoi. Tout à fait. Et tu te souviens, le trou noir, je sais pas comment, oui, le trou noir on appelle ça, ou l'oubli, ça a duré combien de temps? C'est sur combien de temps qu'on peut oublier un événement? Écoute, moi tout à fait, moi au début, c'est que j'ai essayé de mettre en tête, c'est justement d'oublier tout, voilà, d'oublier tout, ça s'est passé, etc. Ben, surtout, je pense que dans la Légion, on a cette fierté de dire qu'on n'a jamais mal, voilà. Je pense que c'est bien aussi, hein, parce que ça peut dérailler aussi vite fait. Mais on a cette fierté de dire que non, ça va et tout. Et du coup, on essaye de, je sais pas, on essaie de créer une boule en disant pour se protéger de certaines choses. Et à la fin, ben, tu forces en fait à dire non, ça va, ça c'est rien, ou ça arrive avec tout le monde, voilà, je savais du risque, voilà. Donc, en effet, il y a un trou, il y a un trou, et je pense que dans ce trou aussi, à la fin, il a fini par engloutir aussi de certains autres, je ne vais pas dire facultés, mais de certaines autres capacités que j'avais avant. Avant, j'ai maîtrisé un peu l'anglais, aujourd'hui, je ne maîtrise plus rien du tout. Aujourd'hui, je me forçais pour me remettre en anglais, je n'arrive pas du tout. C'est quelque chose qui ne vient plus. Pour lire un bouquin aujourd'hui, avant, je lisais un bouquin de 400 pages, je finissais en semaine, max 2. Aujourd'hui, un bouquin de 20 pages, ça me prend 6 mois. Ah, donc, parce que dedans, je pense que j'ai essayé de creuser un trou pour, je ne vais pas dire cacher des choses, mais pour enterrer certaines choses. Et dedans, je pense que peut-être le cerveau, il n'a pas trop. Il a tout mis dedans. Comme les petits gosses, tu dis, bah, écoute, va ranger ton linge là, et il y a la place de plier, ils mettent tout dans un tiroir, comme un boule, comme ça. Tu vois. Alors, du coup, il y a eu l'événement, tu es rentré en France, tu as fait l'émission, etc. Et entre 2018, c'était quel mois du coup, c'était là. Les événements s'est passé au mois de février. Et entre février et commencer à avoir les symptômes ou la prise de conscience, il s'est passé combien de temps là? La prise de conscience, ça se fait quand on était dans les sas de décompression. Ah, retour, donc là, retour de la mission. Je pense que la prise de conscience. Et là, c'est les 3 jours de SAS. Oui, les 3 jours de SAS que j'étais justement. Donc là, c'est pour préciser, c'est 3 jours de SAS, justement, de retour de mission, juste pour éviter différents problèmes psychologiques et puis se reposer. On ne jugera pas l'efficacité, mais ça existe. Et donc, du coup, c'est là où tu as eu déclenché déjà les premiers symptômes? Oui, c'est là qui, pour moi, je peux dire que les premiers symptômes, j'avais déclenché avant, parce que déjà justement, je n'arrivais plus à avoir la même qualité de sommeil. C'est là que j'ai parti sur les. Je ne sais pas si ça s'appelle dans. Je ne sais pas si dans tous les bases ça s'appelle pareil, mais dans les petits marchés américains, ça s'appelle l'OPX. Je ne sais pas si ça s'appelle pas tout pareil. Mais bon, c'est un petit magasin qui vend de tout et n'importe quoi. Okay. Et justement, dans la partie soins du corps, j'avais trouvé une petite boîte de mélatonine. Ok. Voilà.
je connaissais déjà les effets de la mélatonine, donc c'est là que j'ai pris pas mal de boîtes et à partir de là, j'ai fini mon mandat sous la mélatonine. Mais sur les paquets, ils disaient qu'il faut prendre un avant de dormir, je prenais 10. Voilà, c'était un peu ça. Donc la mélatonine, pour expliquer, c'est une hormone, c'est ça? Qui t'aide à dormir le soir ou autre chose. Ouais, ça te donne quelque chose. Ouais, c'est en gros, si je ne me trompe pas, c'est l'hormone naturelle du sommeil. Et quand tu prends des médicaments, ça va aider à déclencher, à sécréter les hormones de sommeil. Donc ça va augmenter la qualité de sommeil. Ça ne va pas te faire dormir, mais ça va augmenter la qualité de l'hormone qui est sécrétée. Donc la qualité de sommeil, ça augmente. Et c'est comme ça que j'ai réussi à passer les nuits de sommeil qui étaient accordées encore bien. Parce que là, donc il y a eu ce jour-là qui s'est passé. Quelques jours après, c'est là où tu as dit, attends, il faut que je prenne des trucs pour dormir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans les nuits là? Ben, je dormais plus. Voilà, donc. Dormais plus, c'est-à-dire tu t'allongeais et rien du tout quoi. Oui, et voilà, c'est comme si. Ou tu avais des cauchemars? Non, les sommeils, ils venaient pas. Donc je pense que j'étais en mode alerte. Je sais pas, ah oui, d'accord. Okay. Voilà, j'étais pas dans un psychose et tout, mais j'étais. Voilà, je sais pas. Peut-être, c'est ça que je me posais la question, peut-être c'est les sentiments, je dis écoute, j'ai perdu quelqu'un et à la fin je ne peux rien faire. Voilà. Donc, je sais pas, c'est comme si quelque chose à la fin aussi, je pense que je sentais aussi coupable, même que je sais que c'était pas ma faute, mais je pense qu'il y avait un petit pic de culpabilité. Voilà, je sais pas. Donc à la fin, c'est voilà, de remouer ça dans le cerveau. Ça remuait à chaque fois quoi. Ça remuait à chaque fois. Penser. Voilà, donc à la fin, j'ai plus dormi, c'était compliqué. Mais comme je dis, les déclenchements, vraiment, les symptômes qui m'ont fait vraiment commencer à réfléchir sur ça, c'est quand justement j'étais au sas de compression avec j'étais un collègue moldave, parce que voilà, la Légion, on a 152 nationalités différentes. Hein. À voir plus, mais à l'époque c'était ça. On était en train de discuter et voilà, j'étais dans un petit lit, lui était dans les grands lits, on était en train de discuter, de préparer justement Oh putain. Oh, il a coupé le truc. Tu veux venir sur la vidéo ou pas? Ah! Viens dans la vidéo. Non, je rigole. Comme tu veux. Après, tu y passes devant la caméra. Putain, c'est ouvert. Tu vas y passer, hein. Mais je sais, on a discuté. Ouais. T'as vu la tête? Non, mais c'est bon, quand tu seras prêt. Hier, on a pris un joli pénis volant, hein, je savais. Je dis à Thibaut. Ah oui! Je dis jamais de la vie, je mettrais de costard. Hein. J'en ai plus mis pour les punitions. Il a mis un costard en plus de la parole publique. J'ai dit, c'est bien baissé pour la fondation. Hein. Et ici, tu te fais baisser. Tu te fais baisser. Il y a deux blessés, l'autre. Et t'as pris le micro? T'as pris le micro? Ouais. T'es resté calme? Non, attends. Tu vois, ça. Normal, hein. Putain, bravo. Parti, mais... Donc, on était où? Ouais, ça, ah oui, les symptômes. Donc, tu discutais avec un. Ouais, j'ai discuté avec un collègue moldave, hein, on a passé tous les mandats ensemble, on était de la même équipe, tout ça, on s'entendait très bien. Dans un coin, on a été discuté, comme on était là. Il y a voilà, des images qui commencent à venir. Moi, ce que je me rappelle de ces images-là, c'est des obus qui tombent, très noirs, voilà, des images très noires, et je voyais des obus qui tombent. Hein. Et dans un coup, je sens qu'il me secoue comme ça. Et là, je reviens et je dis, quoi? Ben écoute, ça fait 45 minutes qui t'a parti, je sais pas où, et je te parle, bon, avec un accent très légionnaire, hein, vous connaissez. Et je te parle, tu réponds pas, t'as pris de la drogue, t'as pris un truc, machin, fais attention parce que sinon les chefs là, ils vont me démonter. Je dis, mais non, j'ai rien pris. Tu étais en train de discuter. Ouais, comme on était là, tu vois. Comme là, et d'un coup, 45 minutes,
45 minutes. Peut-être sous les obus. Ouais, mon cerveau, il a parti. Et donc, Et tu revivais l'événement. Tu étais là-bas. Ouais. Le jour où tu as perdu ton camarade. C'était pas les jours que j'ai perdu non. les camarades, mais c'est nos jours aussi que ça arrivé. Parce qu'un des événements qui s'est passé dans ces mandats-là, justement, c'est là que je me rappelle. C'est pas je sais pas ce qui me marquait plus en fait. En tout cas, c'était l'un des premiers. C'était un des premiers. J'étais justement dans les blocs sanitaires, brosser les dents tranquillement, en train de penser qu'est-ce que j'ai mangé avant d'aller partir en patrouille. Ces jours-là, il y avait une tempête de sable aussi qui s'est levée les matins. Bon, les amis de l'autre côté, ils ont profité de la tempête de sable, ils ont nous balancé 18 obus dans la FOB, dans les camps. Voilà. Et un des obus, il est tombé justement à côté du bloc où j'étais, de bloc sanitaire. Donc, ah oui. Ouais, donc là... Il n'a pas pété? Non, il a pété. Ah, il a pété? Il a pété, mais bon... Soit il était mal réglé, tout ça, mais la porte du bloc sanitaire, je pense du côté sud, je ne me rappelle plus, elle était tout pétée. Voilà, donc quand tu vois les dégâts, tu te dis, bah, j'étais dedans. Il n'y a pas longtemps. Voilà. Et c'était marrant parce qu'il y avait un autre collègue aussi, je ne me rappelle plus de quel régiment il était. Mais en tout cas, on était 12 légionnaires dans les blocs sanitaires. Il y avait un autre aussi de notre régiment. Et du coup, moi et cette collègue-là, on a s'est regardé. Il dit, on court, on va aller jusqu'à la zone protégée, les bunkers, tu sais. Les bunkers, ouais. Et l'autre collègue du régiment, il dit, non, on ne bouge pas. Et entre-temps, on entend les obus tomber. Et là, on prend cette collègue-là qui a commencé à être un peu tétanisée, on l'arrache lui par les bras et on les ramène aussi au bunker. Et là, pendant qu'on était au bunker, on entend encore 5-6 obus qui tombent à la fin. C'était un total de 18, je me trompe. 18 obus quand même. Voilà. Donc ils ont profité de la petite tempête de sable pour nous faire des cadeaux, tu vois. C'est que c'est marrant aussi, une chose que je me rappelle aussi, c'est que l'alarme, la sirène justement pour annoncer qu'il y a des obus qui vont tomber, ah oui. C'est la même qu'il y a sur les supermarchés Lidl, si tu rentres dans la porte inversée. Parce qu'il y a la porte d'entrée, il y a la porte de sortie. Si tu rentres dans la porte de sortie, c'est la même alarme. Je me rappelle que tout au début, que j'ai réussi à déclarer mon SPT, tout ça. Des fois, je pense que des gens se trompaient de porte. Ils rentraient par là-bas. Et donc là, l'alarme, c'est venu. Ouais, il y a des fois que j'ai parti pour faire des courses, j'ai pété un plomb parce que voilà, ça... Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu entends la sirène, tu pars là-bas, tu es encore présent dans le magasin ou tu pars ailleurs? Moi, ça me met vraiment dans une situation d'angoisse. Ouais, angoisse. Mais tu restes dans le présent, quoi. Oui, je reste dans le présent, mais ça me met vraiment dans une situation d'angoisse. Je tremble énormément de ça. Donc, ça m'est arrivé quand j'étais aussi avec mon ex aussi. Hein, on était ensemble pour faire les courses, tout ça, et tout ça se passait bien. Et dans un coup, la sirène du magasin elle a sonné. Ça me remettait la sirène du obus. Et voilà, à la fin, j'ai rentré à la maison, j'étais dans un état minable, quoi. Donc, il y a eu des fois on a été obligé vraiment de laisser les chariots et partir parce que j'étais dans un état minable, quoi. À ce moment-là, quand tu as ces premiers symptômes, donc tu as le SAS, tu as le coup du centre commercial. Ouais. Et en fait, à quel moment tu dis, oh là, il faut que j'arrête là, il y a un truc qui ne va pas? Ou est-ce que tu as continué jusqu'à que ton corps lâche Ah non, jusqu'à l'arrêt maladie ou, non, pour l'arrêt maladie, non, c'était encore plus. C'était encore un peu plus arrière de supermarché et tout. L'arrêt maladie, justement, c'était quand j'étais encore au régiment. Voilà, comme je dis, à la Légion, les SPT, tout ça. Surtout à l'époque, c'était pas du tout bien vu. Les dernières infos que j'ai eues, c'est qu'aujourd'hui ils ont évolué sur ça, donc ils prennent vraiment plus en compte ces blessés et tout. Voilà, mais à cette époque, c'était pas bien vu. Et quand j'ai détecté pour moi que j'étais plus bien, parce que mon niveau sportif il a baissé,
dépression, d'accord. Là où il y a des cauchemars, donc je commençais à devenir. Je me posais la question pourquoi j'existais encore. Voilà, c'est des questions comme ça. L'alcoolisme aussi, la drogue. Beaucoup aussi, disons, comme je peux dire, des mauvaises situations avec les commandements, ça, parce que bon, moi, j'étais pas dans les meilleurs états, donc ça, niveau de performance dans le travail, c'est un travail qui me demande beaucoup de performance, beaucoup de lucidité, c'est des choses que j'avais plus. Et donc, par conséquent, mes supérieurs, ils devaient prendre aussi certaines mesures hein, pour essayer de me faire réveiller, peut-être. Hein. Ouais, du coup, ils ont essayé. Ouais. Ils voyaient que ton niveau baissait et que. Oui, mais comme voilà, ils ne comprenaient pas. Comme dans la Légion à cette époque-là, c'était pas que je suis ancien, mais c'était un tabou à parler de ça. Donc à la fin, on ne parlait pas, donc ça restait comme ça. Et jusqu'à un moment que justement j'étais dans ma dernière émission, mais c'était en métropole, hein, c'était en Sentinelle, à Vigipirate. Je me trouvais dans un état assez compliqué, parce que j'étais déjà dans une surcharge de travail aussi, parce que les horaires c'était assez complexe. Une fois, on faisait de 4h du matin jusqu'à minuit. Voilà. Okay. Et moi, j'ai cumulé aussi des fonctions. J'étais chef d'équipe, j'étais entre guillemets aussi adjoint du chef de groupe et j'étais pilote. Ah oui, d'accord. Donc j'ai cumulé un peu parce que voilà, dans la session, on avait des manques de personnel, donc à la fin, j'ai cumulé un peu de choses. Il y a du coup arrivé un moment qui, voilà, donc, comme j'ai dit, cette baisse de performance, tout ça, donc une fois la chaîne de commandement, mais essayer de faire un petit rappel à l'ordre, écoute, réveille-toi, etc., machin. Jusqu'à un jour ça m'a monté tellement à la tête que je me rappelle que mon chef de groupe était en train de me faire un sermon, pas quelque chose. Je m'arrêtais en plein centre-ville de Paris. J'ai laissé la voiture et j'ai commencé à marcher. J'ai laissé les FAMAS, j'ai commencé à marcher. Pendant quoi, un Vigipirate? Ah ouais, pendant un Vigipirate. Et après des moments qui ont été plus critiques, parce qu'en tant que chef d'équipe, on a une double dotation. On a les fusils d'assaut et il y en a aussi une arme de poing. Donc les fusils d'assaut, il restait plus, voilà, surtout quand on était dans les bâtiments vraiment rangés, mais l'arme de poing, des fois, on avait accès. Et jusqu'à un moment comme j'avais plus de performance, j'ai commencé à me cacher. J'ai commencé à me cacher, surtout quand il y avait des challenges sportifs, tout ça. Je disais que j'avais mal au dos, j'avais mal je ne sais pas où. Mais il y a eu je me rappelle qu'il y a eu un jour que je me trouvais avec mon arme de poing, en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, parce que voilà, j'ai pas venu, voilà, j'ai pas quitté mon pays, j'ai pas fait 12 000 km pour arriver ici et être un lâche, et être un nul. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et du coup, c'était quelle année ça? C'était à la fin, c'était été de 2019. Ah oui, donc c'était été 2019. Un an et demi après les événements, quoi. Oui, c'était été 2019. Donc, je me trouvais justement dans les toilettes d'endroits qui ont été logés pendant la mission Vigipirate, pendant que les autres collègues ont été dehors en train de faire des challenges sportifs et tout ça. Voilà, j'ai simulé que j'étais pas bien et à la fin, je me trouvais avec mon arme de poing en train de me poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait vraiment un souci, que j'avais besoin vraiment de me traiter. Je connaissais rien du tout. Rien du tout. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu t'es dit quoi? Tu t'es fait, attends, mais qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que tu as mis en place à partir de là? Comme j'ai dit, je me posais voilà, donc à ce moment-là, je me posais des questions, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et j'ai dit ça parce que je me posais des questions existentielles. Est-ce que ça vaut le coup de continuer comme ça, de vivre comme ça? Et bon,
je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas appuyé sur la détente, bon, heureusement. Et quand j'ai sorti tout ça, j'ai dit, bon, il faut que je trouve voilà, il faut que je cherche un médecin. Voilà, donc ça, j'ai mis en tête. J'ai parlé en premier temps avec mon chef du groupe, qui c'était un Brésilien aussi. Mais bon, comme j'ai dit, à cette époque, c'était un peu tabou encore, etc. Il dit non, écoute, ça sert à rien, voilà, etc. Okay. Donc tu as réussi à en parler, ouais. Mais en face, il a dit... Ouais, j'ai dit que je ne me sentais pas bien, voilà, de la tête, c'était pas bien. Voilà, donc, voilà, parce que j'avais espoir justement de demander une consultation médicale pour essayer de voir ce qui se passait. Voilà, à la fin, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, on a fini la mission, on a rentré. Voilà. J'ai essayé de demander une consultation aussi au régiment. J'ai expliqué. Les soucis aussi, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas tous les mots français que j'ai aujourd'hui. Donc, peut-être ils n'ont pas compris vraiment ma demande, mes besoins. Je me rappelle que j'ai parlé avec les médecins de régiment. J'ai dit, écoute, moi, je bois trop maintenant, je ne dors pas, etc. Et j'ai dit, écoute, ouais, il faut que tu essayes d'arrêter de boire, etc. Donc, à la fin, il n'a pas me proposé vraiment de solution. Je ne dis pas que c'est sa faute, peut-être c'est moi qui n'a... Oui. Tu vois, aujourd'hui, avec les recul, je sais que peut-être c'est la faute à personne. C'est que voilà, à la fin, ça devait se passer comme ça. Et du coup, aussi, dans cette époque, on avait aussi quelqu'un dans notre compagnie. Voilà, c'était l'adjudant, hein, qui a quelqu'un assez spécial, voilà, assez spécial et toxique aussi, très toxique. Et voilà, j'ai essayé aussi, encore une fois, de demander de consultation, tout ça, et à la fin, j'étais, entre guillemets, puni pour ça. Et pour 12 semaines après qu'on a rentré de cette mission, on a été placé en vacances collectives. Tu vois, on a été placé en vacances collectives dans la compagnie, tout ça. Et bon, j'ai profité de ça parce qu'à cette époque, j'avais un collègue qui, entre guillemets, on faisait un colloque. Voilà. Justement, quand je n'étais pas envie de rester au régiment, j'ai descendu chez lui, j'ai passé le temps chez lui, je l'ai dépayé, tout ça. Et du coup, j'ai descendu chez lui, voilà. Et du coup, il n'était pas là. Il n'était pas là, mais il m'a dit, écoute, tu peux rester à la maison si tu veux, après on va juste régler pour les paiements, tout ça. Et après, c'était dommage qu'il n'était pas là parce que je pense que si j'avais quelqu'un pour discuter, les choses ne s'étaient pas passées vraiment tout comme ça, je pense. Parce qu'à cette époque, je n'avais personne aussi pour discuter non plus. Les collègues vraiment au régiment pour parler, tout ça, c'était compliqué parce que tu ne veux pas passer une image lâche, fou, des choses comme ça. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de chercher un médecin civil, pas pour me mettre en arrêt de maladie, mais pour demander des médicaments, parce que j'avais 15 jours de permission, 15 jours de vacances, en disant. Je me suis dit, bon, je reste à la maison, tranquille, pendant 15 jours, je me bourre la gueule des médicaments, ça va tout bien se passer, je rentre au régiment. Voilà. C'est une solution. C'est une solution. C'est une solution. À la fin, ça ne s'est pas passé comme ça. Déjà, en premier temps, quand j'ai parlé avec la médecin, c'était un médecin civil, c'était justement un psychiatre, tout ça. Elle a dit, c'était un psychologue du coup là? Non, c'était un psychiatre. Un psychiatre, ok. Ouais, c'était un psychiatre. Oui, forcément un médicament. J'ai en parlé avec elle et tout, et elle a dit, écoute, non, tu ne peux pas retourner au régiment, parce que là, je suis désolé de te dire, je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais tu commences à devenir un danger pour toi-même et aussi un danger pour les autres. Là, moi, je me rappelle que la consultation, j'avais payé en amont elle au téléphone, tout ça, elle m'a dit, oui, la consultation, elle va durer 1 an environ. La consultation, elle a duré 5 heures. La consultation a duré 5 heures? 5 heures. La première? Ouais. La vache. Ouais. 5 heures d'une traite? Elle a parti chercher un thé, tout ça, elle revenait, on a discuté et tout. Ah ouais, tu es tombé sur la personne qui était attentive à ton problème et que... Tout à fait, elle était très, très, très attentive. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi l'unité s'est refusée un peu
voilà, vraiment approfondi les soins, tout ça. Donc on a discuté énormément. Et c'était trop dur parce que c'est la première fois que j'ai parlé vraiment À quelqu'un qui t'écoute? Ouais, à quelqu'un qui m'écoutait, ça. Et cette époque, mon français n'était pas aussi développé comme aujourd'hui. Voilà, donc des fois, je devais revenir sur certains mots, tout ça, de chercher sur l'internet certains mots pour pouvoir expliquer. C'est pour ça que ça durait 5 ans aussi. Et à la fin, elle me dit, écoute, non, je ne peux pas te laisser retourner au régiment. Je vais te donner les médicaments, tout ça que tu as besoin, mais je vais te placer aussi en arrêt maladie. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était en arrêt maladie. Voilà. Je ne savais même pas comment le faire, comment envoyer, tout ça. Et là, je l'ai expliqué, oui, mais si vous me placez en arrêt maladie, je retourne au régiment et ils ne vont pas aimer. Je dis, non, mais tu ne vas pas retourner au régiment. Tu vas à la poste, tu vas envoyer ça à la poste, tout ça, et voilà. Là, on est en quelle année, là, à ce moment-là? Là, on est à la fin de 2019. Fin 2019? Ouais. Sur les alentours du mois d'octobre, d'octobre, je pense. Ok, donc la psychiatre te donne un traitement. Du coup, tu vas pas au régiment. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après en 2020 parce que du coup, tu es toujours en coloc, soi-disant coloc. Ouais. Donc là, il se passe quoi? Oui, là, c'est que c'est la partie plus critique, voilà, plus complexe en disant. Parce que voilà, j'étais placé en arrêt maladie légalement, hein, parce que la loi française, elle s'applique aussi dans la loi militaire. Donc, on arrête maladie prescrit par le médecin civil, il y a de valeur aussi dans le régiment. Mais il n'a pas forcément les mêmes valeurs pour le régiment, les régiments, voilà. Donc, ils n'ont pas trop bien apprécié et tout. Je me rappelle que l'officier de permanence, il m'a appelé un jour, il dit, écoute, tu arrêtes avec ta connerie, tu rentres au régiment, on va oublier tout ça, tu fais quelques jours de tôle et après tu peux continuer ta carrière et tout. Donc il te propose 4 jours de trou? Non, c'est t'as dit quoi? quelques jours de tôle, 7 ou 15 jours, un truc comme ça. Et là, il a dit, ben, soit tu fais ça, ou soit on va te laisser sans suivi, sans argent, tu vas rester comme un clochard, sans rien. Parce que là, à ce moment-là, la Légion peut te couper tes oui, ressources. parce qu'en gros, voilà, la Légion, quand on s'engage sous anonymat. Ça veut dire que les normes civiles, on laisse de côté et on a un nouveau nom, prénom et date de naissance. Tant que tes documents ne sont pas rectifiés, ils ont tout pouvoir sur toi, sur ton dossier, sur ta compte bancaire et tout ce qu'il faut. Et bon, ils ont fait ce qu'il avait promis. Hein. Voilà, donc à la fin, je me trouvais avec les soldes coupés, la compte bancaire bloquée, parce que c'est un compte qui avait un lien avec la Légion. Donc la Légion a cette possibilité de tout couper, quoi. Ouais. Et ce qu'ils ont fait, du coup? Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Après, que ça soit bien clair sur ça, moi, je ne crache pas sous l'institution. Tu vois, moi, la Légion étrangère, c'est comme hier, j'étais justement avec un colonel de la Légion et je dis, moi, j'aimerais bien qu'un jour, je puisse rétablir, pas retourner au régiment, hein, mais de rétablir cette lien parce que moi, j'ai besoin quand je vais partir de cet monde, de partir en paix. Voilà. Non, mais j'imagine bien, l'idée c'est vraiment de raconter ce qui s'est passé et puis on était à une autre, ouais, tout à fait. Une autre époque moi, aussi. Voilà, il faut pas, moi je ne cache pas sur l'institution. Oui, le but là de ça, c'est juste raconter ce qui s'est fait. Après, je pense qu'à ce moment-là, c'est sûr que la Légion avait une image très erronée de quelqu'un qui est en arrêt maladie, surtout pour quelqu'un qui n'a pas de nom, qui l'a en anonymat. C'est là les trucs. Je pense qu'il y a eu des histoires aussi des gens qui ont... C'est pas la Légion, mais c'est les personnes. Oui, voilà, c'est le régiment, ouais. c'est pas la Légion, mais c'est ce régiment-là en particulier. Avec les chefs qu'il y avait à ce moment-là. C'est certaines personnes qui sont placées justement pour prendre soin de ces hommes, mais à la fin, ils ne supportent pas savoir que peut-être tu vas rester à la maison en train de toucher ton solde et lui, il est au régiment. À la fin, c'est ça. Mais en gros, ce n'est pas forcément l'institution en soi, parce que justement, si je suis en France aujourd'hui, c'est à cause de la Légion. Oui, c'est pour ça que j'ai dit
j'ai dit au colonel, j'aimerais bien qu'un jour je puisse rétablir cette petite lien. Je sais que ça ne va pas se faire tout de suite. Hein, parce qu'à la fin, j'ai parti en litige de la Légion. Mais là, pour être plus, pour aller plus direct sur les choses, bon voilà, donc à la fin, j'étais raillé de contrôle, voilà, parce qu'ils ont mis en... Bon, j'étais pas raillé de contrôle encore, ils ont mis comme déserteur, parce que comme je n'ai pas retourné au régiment, même que j'avais les arrêts de maladie et tout, j'ai tout envoyé au bureau major, à l'infirmerie, j'ai envoyé des copies à tout le monde, tu vois. Justement, j'ai eu un collègue qui bossait dans l'infirmerie, il dit écoute, ton arrêt de maladie, il est arrivé ici, mais il est parti à la poubelle. Voilà, c'est comme ça. J'ai tombé sur un chef qui... Oui, j'ai tombé sur des personnes qui, voilà, ils n'avaient pas ce côté d'humanité, je pense. Voilà, c'est tout. Et du coup, je me rappelle qu'en mois de novembre, voilà, donc mon solde était coupé, ma compte bancaire était clôturée, tous mes droits ont été bloqués. J'avais encore en espèces 100 €. J'ai pris 50, j'ai acheté de l'alcool, de drogue. Il ne te restait plus rien. Ça m'a resté 50. J'étais dans cette petite appart tout seul. Ben, j'ai me bourré la gueule, j'ai me drogué, tout ça. Donc là, je me trouvais encore une fois avec la même question. Ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai appelé un collègue justement qui bossait au bureau major de la Légion à Aubin, voilà, dans la maison mère. Il dit écoute, moi j'ai ce problème-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit écoute, tu appelles l'hôpital Laveran et dis que tu as besoin d'être hospitalisé parce que là, si j'ai bien compris, tu n'as plus de sous, ta compte bancaire est bloqué, maintenant tu as besoin de médicaments, tu as fait comment? Tu as tenu combien de temps comme ça sans solde, sans carte bleue, sans carte d'identité surtout parce que tu as... Ouais. Donc rien. En gros, si je compte tout, ça monte, je sais pas, presque 10 mois. 10 mois comme ça? Mais 2 mois, voilà, les 2 mois, c'était parce que j'étais dans cet appart-là. Donc j'appelais cette collègue, comme je te dis, je lui dis qu'est-ce que j'ai fait de ça? Il dit écoute, tu appelles l'hôpital militaire, Laveran, tout ça, tu demandes d'être hospitalisé, et moi, ben, tu vas voir manger, tu vas te loger, tu vas avoir des soins et tout. Après, pour ta régularisation, ben, écoute, tu sais, la Légion, c'est compliqué, je ne promets rien du tout. Donc j'ai appelé Laveran, il dit écoute, on ne peut rien faire, il faut que je passe par la chaîne de commandement. Pour aller à l'hôpital? Ouais, il faut aller à l'hôpital. Okay. Mais bon, c'est un peu compliqué avec la chaîne de commandement. Donc là, j'ai me posé la question. Et donc là, j'ai commencé à chercher des hôpitaux, tout ça, et j'ai dit, bon, pour être bien, il faut que je trouve un hôpital qui soit loin de la Légion, surtout dans des régiments plus opérationnels. Hein. Et du coup, j'ai trouvé un hôpital à Paris, l'hôpital Bégin. Ok. Je n'ai même pas appelé, rien de tout. J'ai pris mon dernier 50 €. J'ai acheté les billets de train, tout ça. J'ai monté à Paris, comme un grand, avec mon sac, avec des affaires, tout ça. Avant de rentrer à l'hôpital, comme j'ai dit, j'ai passé devant l'hôpital 2 ou 3 fois. J'ai dit, mais non, c'est pas possible que ma vie va finir comme ça. Parce que j'étais devant un hôpital. Je savais qu'à la fin, j'allais dans le secteur psychiatrique. J'ai dit, ben non, c'est pas possible. Du coup, là, il y a une peur, une inquiétude, un doute. Donc, il y avait tout ce qui se mélangeait. Quoi. Pendant 3 jours, j'ai dormi à la rue. Ah voilà. Ouais, pendant 3 jours, tu avais ce blocage, tu avais peur d'y aller. J'ai dormi à la rue, à Paris. Tout ça. En plus, c'était le mois de décembre, il faisait froid. Super, impeccable. Il faisait froid. Et alors, du coup, sans argent? J'avais payé les billets de train. À cette époque, j'avais encore ma carte de réduction de l'armée. Donc, il me restait quelques petites
quelques petits euros, tu vois. Donc, j'ai acheté des choses quand j'ai réalisé, bon, non, je ne vais pas aller à l'hôpital tout de suite, je vais dormir dehors, je ne sais pas. J'attendais une solution qui tombe du ciel, tu vois. Je n'arrivais pas à réaliser vraiment tout ça, tu vois. Je partais au supermarché, j'ai acheté des choses et à la fin, quand je regarde, c'est 18h, 19h, 22h, il était à la rue. Voilà, donc voilà, j'ai passé 3 jours à la rue comme ça. Et comment tu faisais pour manger et tout ça? Tu mangeais pas du coup? Bah écoute, j'ai mangé les petites choses que j'avais achetées avec les derniers sous que j'avais au supermarché, hein, des petits biscuits, des choses comme ça. Quoi. Voilà, donc il y a un moment qui, je sais pas, peut-être le cerveau il a dit écoute, va à l'hôpital. Tu vas pas rester à Paris dehors quoi. Tu vas pas rester à Paris dehors comme ça, et en plus il faisait très froid. Voilà, c'est pour ça que je dis j'aime pas trop Paris, tu vois. Souvenir? Ouais, c'est des souvenirs. Et voilà, donc à un moment donné, je me suis dit, bon, mais faut aller, bon, on va aller voir. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc du coup, je suis allé, j'ai tapé chez les urgences, parce qu'en plus c'était un dimanche en plus. J'ai tapé chez les urgences, je dis écoute, voilà, j'ai expliqué voilà, ce qui s'est passé. Ils ont me pris en charge, tout ça. Donc ils t'ont pris en charge, oui, tu leur as expliqué que tu étais un militaire légionnaire et que… J'ai expliqué ce qui s'est passé. Et ils t'ont pris tout de suite en charge, ils t'ont donné une chambre et tout ça? Non, pas tout de suite, ils ont donné une chambre, ils ont amené sur la partie de triage parce que dans leur tête, je venais d'arriver d'émission parce que j'avais justement mon sac TAP, militaire, tout ça. Et, voilà, tu viens d'arriver d'émission maintenant, après, voilà, j'avais des difficultés pour expliquer. Ah oui, c'est vrai que tu as du mal à… Du coup, ils ont me ramené à la zone de triage, tout ça. Et je me rappelle qu'il y a eu un médecin, justement, les médecins astreintes qui étaient là. Et du coup, la question qui m'a vraiment, qui m'a fait vraiment m'enfondrer, ça, il m'a demandé est-ce que tu as des pensées noires? Moi, je ne savais même pas que c'était des pensées noires, tu vois. Je n'ai pas compris la question. Tu me fais rire parce que moi aussi, les pensées noires, c'est quoi des pensées noires? Et là, c'est là qu'il m'a dit est-ce que tu penses suicider? J'ai dit, c'est là qui, voilà, j'arrivais pas à parler, et là, je m'enfondais, j'ai dit non, écoute, il n'y a pas de souci. Là, tu as tout lâché. C'est que tu as vaincu, c'est tout à fait normal. Voilà, l'être humain, des fois, il est comme une éponge, il va absorber des choses, et des fois, il laisse saturer, mais il n'y a pas de souci, on va te prendre en charge. Donc là, ils ont me pris en charge. Et là-bas, j'ai passé 8 mois. 8 mois? 8 mois. 8 mois. Voilà, c'était compliqué parce que, comme je dis, j'avais plus de compte bancaire, plus de solde, plus rien de tout. Pas d'assurance? Pas d'assurance. Donc, ça veut dire aussi que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer ton forfait téléphonique. Les Wi-Fi, ce n'était pas forcément les points forts dans cet hôpital. Donc, j'étais coupé du monde pendant 8 mois. Pas pendant 8 mois, mais j'ai rectifié. Justement, et voilà, j'arrivais justement dans le mois de décembre, Noël et tout ça. Je me rappelle exactement que mon forfait était coupé justement les 24 décembre. Et cette époque, voilà, ils ont me pris en charge, je prenais des médicaments, je sais pas, 6 fois par jour, je pense. Donc complètement shooté. Oui, j'étais complètement shooté. Et quand ils ont commencé à baisser un petit peu les doses de médicaments, je dis écoute, je peux sortir pour marcher un peu, tout ça, etc. Il dit non, il n'y a pas de souci. Mais je ne voulais pas sortir pour marcher, je voulais sortir pour chercher des points de Wi-Fi, pour essayer de me communiquer. Et justement, j'avais trouvé devant une agence d'assurance à côté de porte de Vincennes. Voilà. Et j'ai passé toute la journée là-bas. J'ai demandé une sortie vers 15h et j'ai resté jusqu'à 17h. Et ça marchait, voilà, donc j'ai téléchargé des films, des choses comme ça pour essayer de passer le temps, des musiques et tout. Et ça marchait jusqu'à qu'arrivait le Covid. Ah oui. Voilà. Donc il arrivait le Covid, toutes les sorties interdites. Voilà. Donc avant on était deux dans une chambre, on a passé qu'à un. Donc seul
Dans une chambre, ouais, sans rien. Ouais, sans rien, sans communication, sans rien. Donc là, je peux dire que j'ai passé, je sais pas, 6 mois, ouais. Je pense, 5-6 mois sans aucune communication. Voilà, donc, mes chers potes, en disant que j'avais au régiment jamais eu d'appel, tout ça. Après, j'ai eu la visite justement, c'est ça que c'était une partie intéressante de tout ça. J'ai eu la visite de la Légion à l'hôpital parce que bon, c'était une visite de routine. Chaque fois, ils passaient dans les services psychiatriques pour savoir s'il y avait justement des légionnaires. Parce que moi, j'étais pas loin de Fort-Nogent. Okay. Et ça, j'avais pas. T'avais pas calculé dans ton plan. J'ai pas calculé dans mon plan. Voilà, parce que moi, je vais me mettre le plus loin possible des régiments de la Légion. Comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais là, ce que je n'avais pas calculé, c'est qu'on a aussi un régiment à Cap-Paris. C'est un régiment. Donc là, il y a un gars qui fait les tours des hôpitaux pour voir s'il y a des légionnaires. Tout à fait. Voilà, ces jours-là, c'était un chef, c'était un sergent-chef et un adjoint qui sont venus. Du coup, les services, ils ont venu d'abord me demander, écoute, monsieur, il y a la Légion qui est là. Là, j'ai fait comme ça. J'ai dit, attends, parce que dans ma tête, ils ont venu pour me ramener, je sais pas, pour me déporter, je sais pas. Ouais, tu as plein d'idées qui sont là. Et il dit, non, mais écoute, il n'y a pas de souci, il vient juste pour parler avec toi, pour savoir comment ça va et tout. Là, j'ai eu ce moment de blocage, mais là, j'ai dit, bon, il faut crever l'habitude. Et là, j'ai parti parler avec eux, ils ont me ramené en salle, dans une petite salle réservée et tout. Et du coup, voilà, j'ai expliqué l'histoire. Après, ce que c'est bien, c'est qu'entre les journées, on se comprend parfaitement entre nous. Voilà, même avec la barrière de langage, on se comprend parfaitement. Et c'est là qu'ils ont dit, non, mais il y a un souci, quoi. Donc ils étaient ouverts et ils ont été ouverts, il y a un souci, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider et tout. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je ne crache pas sur l'institution, parce que c'est pas l'institution, c'est pas l'institution en soi, c'est pas la globalité, mais c'est le souci de certaines personnes. Hein. C'est comme hier, on tombe pas forcément sur des bons. Hier j'étais avec un colonel de la Légion qui c'est coquin excellent. Voilà. Et du coup, voilà, les jours ils ont passé parce que les informations ça passe pas, ça vient pas tout de suite. Et ça va là? Ou tu veux faire une pause? Ouais, ça va. C'est que j'ai jamais raconté ça. T'as jamais raconté ça? Non. Qu'est-ce que ça te fait d'en parler comme ça? Ça, franchement, ça me fait pas mal. Ouais, ça me fait pas mal. Disons, ça. Je sais pas, ça me permet de. Ça fait un bilan? Ouais, je pense que du bilan, ça permet. C'est vrai? Ouais. D'accord. En plus, je vois dans tes yeux que tu revis un peu ton parcours. Un peu. Ouais, tu vois ça. Non, mais c'est comme je dis, tu vois, avant oui, j'avais beaucoup de sens avec la Légion et ça. Bon, il y a la colère qui s'installe, j'imagine. Hein? Il y a la colère. Oui, il y a une colère et tout. Donc on a été. Ouais, du coup, tu étais à l'hôpital, tu as rencontré quelqu'un qui est le psychologue. Donc, un gars qui fait les tours pour voir. À partir de là, il t'a rassuré. Du coup, voilà, donc, du coup, voilà, il a ramené ses infos au Fort-Nogent, tout ça. Et quelques semaines après, j'ai reçu la visite d'un caporal-chef brésilien. Qui va me visiter. Donc là, c'était même bien parce que là, on a parlé en portugais, tout ça. Il dit, écoute, il y a quelqu'un au Fort-Nogent qui veut te voir. Je dis, attends, là, j'ai fait comme ça, attends. Et là, ce qui était justement au Fort-Nogent, c'était mon ancien chef de section qui était avec moi au Mali. Ah, ok. Donc c'était à l'époque, il était un lieutenant, c'était le lieutenant Coulon. Donc qui c'est? Et là, il est devenu capitaine, il était au Fort-Nogent. Donc il dit, écoute, est-ce que ça te pose des problèmes si tu viens au Fort-Nogent, ça, pour discuter, faire un petit rapport avec lui, etc. J'ai dit, non, il n'y a pas de souci.
Du coup, il dit écoute, va chercher ton treillis. Je dis écoute, non, moi j'ai rien ramené, j'ai ramené que cette tonneau là. Donc là, j'étais avec la barbe comme ça, c'était horrible. Voilà. Du coup, je suis allé au Fort Nogent, ça. Donc j'ai attendu presque toute la journée parce qu'à la fin, il avait des réunions, ça, et voilà, chose des officiers. Hein. Et du coup, il m'a reçu, il n'a même pas me reçu dans son bureau, mais il m'a reçu dans les clubs. Voilà, dans les clubs. Il dit écoute, tu veux pas bon truc, ça. Donc tu vois pas du tout le chef que tu connais d'habitude? Tu le vois autrement? Non, j'imagine. Non, mais lui, c'était toujours super en fait. Lui, c'était. Ok, d'accord. Lui, c'était quelqu'un toujours. Parce que lui, il a quitté la session. Quand on a rentré de Mali, il a quitté la session. Okay. Ouais, il a quitté la session parce qu'il il a fini son parcours avec la session. Parce que je pense que s'il était là-bas, je pense que les choses n'étaient pas comme ça. Ah bah oui, forcément. Donc, oui, ça c'est sûr. La session, elle a resté un petit temps pour, on peut dire, orpheline. Sans chef. Ouais, oui, c'est ce qui gérait justement notre session, c'était les sergents-chefs. Voilà. Ouais, donc, et après, on a eu un autre lieutenant, mais c'était un lieutenant jeune qui venait de sortir de l'école, donc peut-être qu'il ne comprenait pas forcément tous les soucis. Tout ça, ouais. Mais bon, et du coup, tu as rencontré ton chef? J'ai rencontré mon chef qui était au Mali. Et du coup, il m'a posé la première question qu'il m'a posée. Voilà, il m'appelait par mon nom légionnaire, mais Antel, c'est passé quoi avec toi? Il dit, mon capitaine, vous vous rappelez de ces événements? Non, c'est pas ça que je veux savoir. Ça, je le sais, ça, je l'étais là-bas, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que ça s'est passé pour arriver à ça? Et là, j'ai expliqué. J'ai dit non, on ne va pas te laisser comme ça. Donc là, il y a tous les processus entre les officiers. Donc il a fait bouger les choses, quoi. Là, il a, il a essayé de faire. Ça a pris du temps. Hein. Je pense que qu'on a parlé jusqu'à ce que les choses ont vraiment bougé, ça a pris, je ne sais pas, 4-5 mois. Ouais. Mais ça bougeait, hein. Il a tenu ses paroles. Hein. Si on jugeait plus j'ai plus le contact, mais si je pouvais les remercier, hein. Je les remerciais. Hein. Si on regarde cette vidéo, mon lieutenant Coulon, mais qui était capitaine à la fin, et je dis je ne sais pas la grade, merci beaucoup en tout cas. Voilà. Donc, et là, il a fait bouger les choses, mais tu restes encore à l'hôpital? Il a fait bouger les choses, donc là, il a fait bouger les choses avec l'assistance sociale, tout ça aussi, beaucoup de rapports médicaux, en sachant que mon rapport médical, ils ont été un peu flous parce que je ne savais pas m'exprimer, tu vois, je ne savais pas parler de la façon que je parle aujourd'hui, donc il y a eu pas mal de choses qui sont dans mes rapports médicaux et qui sont flous, tu vois, il y a même des choses que je sais que ce n'est pas moi qui ai dit en fait, c'est un truc de dingue. Mais bon. Ah ouais, d'accord. Ils n'interprètent pas. Oui, voilà, ils n'ont pas. Je pense que les médecins n'ont pas interprété comme ils devaient. Mais bon. Et voilà, donc jusqu'à le moment qu'ils ont mis rétabli dans les systèmes, tout ça, avec certaines conditions, par exemple perte de grade et tout. Mais bon, ça c'est la vie, c'est comme ça. Donc là, ils ont mis réinséré dans le système, ils ont réouvert mon compte bancaire. Ah oui, d'accord, ok, cool. L'argent qui était bloqué, ils ont mis remis, hein, ils ont donné. Après, il y a eu des trop perçus aussi qui m'a bouffé l'autre métier, qui m'a bouffé l'autre moitié d'argent. C'est une grosse histoire, les trop perçus. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, l'assistant social m'a dit, écoute, tu vas faire quoi après? C'est même pas le médecin, mais c'est l'assistant social qui m'a dit, tu vas faire quoi après? J'ai dit, comment ça? Je vais retourner au... Voilà, je vais essayer de retourner au régiment. J'ai dit, non, tu peux pas dans ta tête, tu t'allais retourner dans le régiment? Ouais. Non, mais tu peux pas retourner au régiment. J'ai dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que tu parles avec ton médecin. Et là, ils ont mis aussi... J'avais les médecins traitants, les psychiatres, et j'avais aussi un psychologue. C'était un stagiaire, mais c'était un super stagiaire. Hein. Et du coup, à petit, il a réussi à me convaincre que pour moi, c'était fini la carrière en opérationnel. Il a essayé de te faire comprendre qu'il faut faire son deuil et que c'est bon, c'est fini et que passe à autre chose. Ouais. Ça doit être pas simple. Je ne savais pas quoi faire parce que je dis, bon, je suis venu pour ça. Tu imagines, dans un coup,
il faut que tu commences à trouver des solutions pour qu'est-ce que tu vas faire après. À quoi je sers? Est-ce que je suis bon à ça? Mais qu'est-ce que je vais faire? Non, mais je savais toutes les questions qui en plus, je ne maîtrisais pas les français comme je maîtrise aujourd'hui. Je n'avais pas un diplôme d'État comme j'ai aujourd'hui, donc j'avais rien. Donc du coup, là, on a 2021, 2022, un truc comme ça. Et non, puis, là, c'était en 2020 encore. 2020 encore, tout ça là? C'était en 2020 encore. Et donc, donc tu es resté un moment. Donc, voilà. Donc là, il m'a dit, écoute, il faut que tu commences à réfléchir, qu'est-ce que tu vas faire. Peut-être ce que tu pourrais faire aussi, ne pas retourner tout de suite au régiment. Tu peux retourner au régiment si tu n'as pas de logement, tout ça. Mais ce que je te conseille à faire, c'est demander une permission pour habiter hors garnison. Voilà. Je pense que c'est la meilleure chose. Comme ça, tu peux commencer à chercher certaines activités à faire, tout ça. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai demandé une autorisation. C'était accepté? Au régiment et c'était accepté. Donc là, à ce moment-là, tu dors à l'extérieur du régiment, tu as un logement. Ouais, voilà. Tu as une solde? Oui, j'ai un solde. Avec les trop perçus qui vont avec? Avec les trop perçus qui vont avec. Et là, commence le questionnement de qu'est-ce que je veux faire? Voilà, donc je ne savais pas de tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Et on est en 2020. Oui, là on est en 2020, 2021. Oui, on est en 2020, voilà, presque en 2021. Après, j'ai connu quelqu'un. Voilà, j'ai mis avec cette personne-là, tout ça. On a décidé d'habiter ensemble. Voilà. Ça se passait bien et moins bien parce qu'à la fin, moi, à où j'étais bien parce que je faisais beaucoup de sport, tout ça, donc ça me permettait… Donc là, tu as repris le sport? Oui. Qu'est-ce que tu as mis en place le sport? Tu as arrêté les médicaments? Tu étais encore sous médoc? Non, j'étais encore sous médoc, ça. Mais les nuits étaient comment? La nuit, c'était toujours infernal. Infernal. Et donc, moi, ce que je faisais vraiment pour me sentir encore vivant, c'était justement faire de la course à pied en longue distance. Oui. Voilà. En montagne et en longue distance. Les ultras, donc voilà, j'ai passé mes temps dehors. Donc, c'est le moment que je mettais mes écouteurs, même que les écouteurs en plan naturel, ce n'est pas la meilleure chose, mais je mettais mes écouteurs. Pendant que j'ai couru et tout ça, pour t'échapper? Ouais, ça je m'échappais, je ne pensais pas. Je peux comprendre ça. Et voilà, donc après, voilà, comme j'ai dit, j'ai mis avec une personne, tout ça. Cette personne était un peu plus âgée que moi. Donc là, tu te mets en couple, c'est ça? Ouais, je me mets en couple et cette personne était un peu plus âgée que moi. Et du coup, à la fin, je pense qu'elle avait tellement peur de me perdre qu'elle a commencé à m'influencer sur certaines choses. Voilà. Par exemple, cette influence, elle vient jusqu'au mariage. Pour moi, ce n'était pas forcément prévu, mais à la fin, j'ai accepté. Voilà. Et du coup, ce mariage aussi, à la fin, ça a déclenché aussi un deuxième litige avec la Légion. Parce que tout simplement, après, c'était ma faute, c'était pas ma faute non plus. En gros, pour marier, il faut demander des autorisations et tout ce qu'il faut. Si tu as moins de 5 ans de service, j'avais déjà plus de 5 ans de service. Et j'ai essayé de contacter aussi les bureaux majors, justement pour demander cette fameux rapport pour se marier, parce que je voulais vraiment faire tout correctement. À la fin, il a dit non, il n'y a pas de souci, tu as plus de 5 ans de service, en plus tu es en arrêt de maladie. Donc tu es tombé sur des mauvaises personnes. Les mots, je me rappelle, tu ne sais à rien, tu es même au… Comment ça s'appelle? Tu es hors service, bon, c'est des choses comme ça. Il a parlé un peu en rigolant, mais c'est ce qu'il a dit. Ah, mais d'accord, ouais. Okay. À la fin, j'ai fini par me marier, tout ça. Voilà. Un bel jour après, je reçois une convocation pour aller au régiment, expliquer ce mariage. Ça m'a mis dans un état minable. Voilà, ça m'a mis dans un état minable. J'ai failli péter toute la maison. Voilà. Donc à la fin, à cette époque, j'étais à Bordeaux. Voilà. Donc j'ai fait, voilà, entre hospitalisation, j'ai fait Bégin, Laveran et Robert Piquet, Bordeaux. Voilà, je peux expliquer. Donc ça m'a mis dans un état minable. Voilà. Et du coup, j'ai fini aux urgences. Ici, mon ex-conjointe m'a fini pour m'amener aux urgences, tout ça. Et avec une constatation de mon médecin traitant que j'étais plus compatible d'aller dans un régiment. Mais
surtout l'administratif, ils n'ont pas vu les choses comme ça. Jusqu'à qui ils ont fait de convocation. Et à la fin, c'est mon ex-femme qui répondait à ma place, voilà, de certains emails, tout ça, des échanges. Et à la fin, c'était un peu un qui va piquer ici, l'autre qui va piquer là, la guerre, tu vois. C'est une guerre administrative, quoi. Sous mon nom, tu vois. Et donc à la fin, je me trouvais rayé de contrôle. Donc rayé 2 fois des contrôles. Oui, mais cette fois ici avec une mesure disciplinaire, donc différemment. Donc voilà, comme je peux dire, comme un clochard, comme un nul, comme une chose comme ça, je sais pas. Donc ouais, rayé. Et donc du coup encore une perte de solde, j'imagine. Encore une perte de solde, voilà. Voilà. Et là, c'est de quoi? Quelle année? 2020, 2021, 22? C'était fin 2022. Fin 2022. Ouais, fin 2022. Voilà, je me trouvais rayé de contrôle encore une fois. Et la redescente. Et là, la redescente encore, et cette redescente, ça a impacté forcément aussi sur mon couple. Ouais, bah oui. Voilà. Donc à la fin, j'ai fini pour stopper aussi les couples parce que c'était sa faute, c'était pas sa faute non plus. Je pense qu'à la fin, elle essayait de m'aider à sa façon. Et là, elle a essayé comme je peux dire, de me priver de certaines choses qui l'administratif, certains mal que l'administratif pouvait me faire. Mais comme elle avait un très fort caractère, à la fin, elle n'était pas forcément la personne plus polie, tu vois, plus diplomatique, je pense que c'est le meilleur mot. Et donc à la fin, voilà, je me trouvais rayé de contrôle. Donc toutes mes petites années de service, ils ont servi à rien. Donc à la fin, voilà. Donc j'ai parti comme un chien en disant, voilà. Donc, du coup séparé, plus de solde et encore tu retournes. Donc là, et là, voilà, donc là au moment donné, j'ai dit non, écoute, moi je ne supporte plus rester ici avec toi, voilà, parce que dans ma tête, je la culpabilisais aussi, voilà, tu vois, à cause de ça. Parce qu'à où que j'étais, moi j'étais tranquille, quoi, tu vois. Mais bon, après c'était mon choix aussi, hein. Ouais. Et du coup, jusqu'à un moment comme j'avais cette colère contre elle, j'ai me dit, écoute, je vais aller dormir dehors. Donc j'ai passé 12 semaines en train de dormir dehors, dans les bois. Ouais, je faisais un stage moi-même, tu vois, dans les bois, tout ça. Parce que, voilà, dans ma tête. C'est là, tu m'as envoyé une vidéo, une photo? Ouais, c'était là? Oui, c'est là. Okay. J'ai envoyé quand je faisais des petites soupes chinoises. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, moi aussi, j'étais dehors. Ouais, j'étais dehors, donc voilà. Et, parce que là, ça m'évitait aussi que je la blesse. Voilà, je pense que, pas physiquement parlant, mais avec des mots. Voilà, parce qu'à la fin, c'était un peu ça. Hein. J'ai commencé à devenir très agressif. Très agressif. Et à la fin, j'avais peur aussi de mes attitudes. Voilà. Et donc c'est là que j'ai dit non, c'est mieux de stopper tout ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Tu as quitté Bordeaux et, Oui, donc là j'ai appelé Geoffrey. Voilà. J'ai dit. Donc tu peux nous dire qui c'est Geoffrey en quelques mots? Bon, Geoffrey Audic, aujourd'hui c'est le président de la Fondation Résilience. On a su connu justement en 2000, je pense que c'était en 2000. La fin de 2000, non, c'était en 2022. 22, voilà, voilà. Quand j'étais à Bordeaux, tout ça, je l'ai connu lui. Ouais, c'était 2022, c'était 2022. Et du coup, à cette époque, il était en tête de l'association Team Seals, qui c'était essentiellement pour les défis sportifs, pour les blessés, tout ça, pour récolter des fonds, etc., pour aider les blessés en situation difficile, tout ça. Mais il a constaté que juste faire des défis sportifs, c'était pas assez. C'était pas assez parce que c'était super bien, les défis sportifs, les bootcamps, les week-ends, tout ça, mais à la fin, c'était pas assez parce qu'on rentrait à la maison. Et ça, moi, j'ai vaincu. Hein. Tu viens le week-end, tout ça se passe bien, tu retournes dans ton monde de terrain, tout ça. Par contre, quand tu rentres à la maison, tu sens naze, quoi. Tu te demandes, et maintenant, c'est clair. Quand c'est le prochain, tout ça. Et donc, du coup, Geoffrey, il a mis quelque chose en place pour justement aider les blessés plus
qui aide vraiment en proposant une formation, c'est ça? Oui, donc là, ça je me rappelle très bien, hein, en disant cette notification de la Légion, ça, de radier et tout ça. Je l'ai expliqué un peu et j'écoute. En tout cas, tu ne prends pas la tête. Moi, bientôt, je vais mettre en place en fondation, même que la Légion, tu ne prends pas en place avec des formations, tout ça, moi, je vais te prendre en place. Moi, je vais te prendre en charge. Donc là, c'est la Fondation Résilience qui te prend, ouais. Qui t'offre quoi exactement? Donc là, du coup, voilà, donc nous… Là, c'est important, enfin, je te pose cette question-là parce que pour l'avoir vu et encore vu, il y a beaucoup d'anciens militaires qui sont à la rue et c'est là où la Fondation Résilience joue vraiment son rôle parce que ça t'a aidé, ça m'a aidé. Tout à fait. Et donc du coup, ouais, concrètement, qu'est-ce que la Fondation propose? Concrètement, pour expliquer, donc la Fondation, elle a mis en place un système qui elle récupère des anciens militaires blessés psychiques, etc., ou qui ont besoin des repères, hein, parce que peut-être l'ancien militaire, peut-être qu'il n'est pas blessé, mais il a besoin d'un repère. Ouais. Il sait manque des repères. À la fin, il se décharge dans la drogue, dans l'alcool, tout ça. Oui, c'est pas forcément psychique. C'est pas forcément un blessé. C'est surtout si tu cherches à évoluer. Après, si on parler de blessures, on peut être blessé de la vie aussi. Oui, c'est de la vie. Peut-être qu'on n'était pas forcément blessé juste en opération. Peut-être on a blessé de la vie. Peut-être quelqu'un qui est en frustration, je ne sais pas, quelconque, ou qui n'arrive pas à maintenir en place son couple et tout ça, il est blessé de la vie. Donc là, forcément, il va décharger sur ça, sur des addictions, tout ça. Et du coup, qu'est-ce que la Fondation propose? Donc la Fondation la propose justement cette remobilisation. Voilà, je pense que les meilleurs mots, c'est ça, c'est la remobilisation à travers des formations, hein, des formations professionnelles. Par exemple, nous on est produit de CQP, hein, donc certificat de qualification professionnelle. Les premiers, c'était pour les activités indoor, voilà, tout ce qui est activités gymnastique, etc. indoor. Et les deuxièmes, CQP, tout ce qui est activités outdoor pour être accompagnateur de randonnée, des activités extérieures. Et en parallèle aussi, Geoffrey m'a demandé de mettre en place en formation pour régulariser, pour réglementer en quelque sorte, à la demande aussi. Donc là, je te coupe après. Ouais. Donc là, c'est deux formations indoor et outdoor, qui permet en fait d'avoir un statut professionnel, un diplôme professionnel reconnu pour pouvoir encadrer des stages pour les jeunes en réinsertion, tout public, handicapés et tout ça, ce que propose la Fondation Résilience, donc des stages. Et à côté de ça, Geoffrey t'a demandé de créer une formation sur l'autonomie milieu naturel pour réagir face à des situations dégradantes. Et donc, du coup, il t'a demandé de faire ça. Ouais. Concrètement, du coup, c'est quoi? Tu peux te présenter ta fondation, enfin ton association? Donc là, si je présente mon association, voilà, donc elle s'appelle Centre d'expertise et de recherche et de formation sur l'autonomie milieu naturel et une situation dégradée. Si on va résumer, ça s'appelle CERF AMNSD. Voilà. Donc, voilà, comme j'ai dit, j'ai mis cette formation en place à la demande du Geoffrey, qu'il était aussi, qu'il a eu des recommandations aussi d'État. Parce qu'avant, on avait énormément de soucis dans tout ce qui est activité milieu outdoor, notamment tout ce qui est activité nommée survie. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, des incidents, beaucoup de dérives sur ces activités-là. C'est très flou. Aujourd'hui, ces activités sont très floues. Donc, à la fin, on a mis en place un modèle, voilà, qui permet les encadrants de dispenser en formation, en quelque sorte, déjà dans un schéma de réglementation en accord avec l'État, avec les réglementations
du code du sport, du code de la consommation et du code du tourisme. Ok? Qui aujourd'hui, c'est un gros débat parce que tout le monde dit ah non, mais les activités de la survie, c'est pas réglementé. En effet, c'est pas réglementé, mais il y a des organismes qui en sont soumis à des certaines lois. Malheureusement, certains acteurs, ils ne respectent pas. Avec cette négligence, ben, ils dégradent l'activité et ils mettent aussi en danger les participants, les clients. Donc c'est pour ça que justement c'était bien au début quand on a su que nous, il m'a dit ben, tu as des connaissances sur ça, j'ai dit oui. Parce que j'expliquais un peu mon parcours et j'ai dit ça ne t'intéressait pas de mettre en place en formation, ça. À l'instantané, je me dis ouais, mais c'est juste prendre un TTA, c'est simple. Hein. Mais après, quand j'ai commencé à faire des recherches, vraiment, j'ai vu qu'il y avait vraiment un gros souci parce que justement, tout ce qui. En France aujourd'hui, quand on parle de survie, si vous tapez manuel de survie en France, vous allez tomber sur des manuels militaires. Voilà. Et la survie, elle vient beaucoup avant de la militarisation. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'en effet, oui, ça existe des stages de survie. Ça, je suis tout à fait d'accord que ça existe. Moi, j'ai participé de beaucoup de stages de survie. Mais les stages de survie, c'est dédié aux professionnels. C'est dédié, par exemple, à les personnes qui vont travailler dans des zones isolées, dans des pays qui sont assez hostiles, etc. Des militaires qui vont être déployés sur des zones des fois assez abrasives et complexes. Des pilotes d'avions et hélicos qui sont susceptibles à des crashs, etc. Par contre, les civils comme moi, comme toi, même qu'on a des anciens militaires, mais les civils en général, il n'a pas besoin de faire un stage de survie. Il a besoin de faire un stage, de faire une formation, une sensibilisation de la autonomie au milieu naturel et une situation dégradée si c'est le cas. Pourquoi j'ai dit autonomie au milieu naturel? Déjà, il faut comprendre son milieu. Okay? Ici en France, par exemple, on est dans la zone tempérée. Donc, il n'a aucun sens que je viens te donner des techniques que j'ai appris en Guyane, que j'ai appris en Amazonie. Il y a beaucoup qui vont me dire « Ah non, mais les techniques sont transposables. » Oui, ils sont transposables, je suis d'accord. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment les gens qui font juste un copier-coller des choses qu'ils ont appris, qu'ils ont appris, par exemple, au CFO. Ils font juste un copier-coller. Il n'y a pas vraiment, ensuite vraiment de pourquoi, de comment. Donc, du coup, la formation répond en fait aux civils qui n'ont aucune connaissance, je dis survie, mais aucune conséquence sur s'il arrive par exemple un tremblement de terre ou inondation, ce qui arrive de plus en plus. Ouais. Et ils n'ont aucune connaissance. Et l'idée de créer cette formation, c'est de la prévention surtout et la préparation à d'éventuels cas de figure. Là, cette formation, je vais donner des piliers. Voilà, donc la base de cette formation, c'est donner des techniques, des tips, des conseils, des sensibilisations pour utiliser tous les mots possibles pour qu'une personne face à une situation critique, peu importe si c'est une rupture de barrage, si elle est partie pour faire une randonnée, elle a fait une entorse, si au cas où ça se passe mal dans une expédition. Mais la base, c'est quoi? C'est augmenter la probabilité de secours, d'accord? Économiser des énergies, réduire les risques en cours et mettre en œuvre ou préserver ses atouts. Okay? J'ai dit tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des fois, j'ai vu beaucoup dans des stages, dans des pistes de stages de survie, les gens qui vont apprendre à allumer un feu avec une arche. Donc là, on est en contresens, là, on va gaspiller des énergies. Pourquoi je ne sensibilise pas mes stagiaires qui passent les stages avec moi à toujours apporter avec eux dans leur poche un petit flacon étanche, c'est le machin des vitamines C, oui, avec son briquet dedans.
Donc, il est étanche, il ne va pas se casser parce qu'il mine de rien, il est dur. Tu as toujours ça dans la poche, tu peux allumer au feu, n'importe dans quelles conditions. Et je dis ça en plus parce que je sais que certains polices de la sauveille ont dit oui, mais un briquet ça peut mouiller. Bon, s'il est dedans, il ne va pas mouiller. Voilà, d'accord. Après, ils ont dit oui, mais les briquets ça va se gaspiller. Non, un petit briquet comme ça, les fabricants, ils estiment que tu peux utiliser 300 fois. Donc, je pense que tu as assez. T'as augmenté les choses quand même. Donc là, on rentre justement dans cette pilier de l'autonomie au milieu naturel et la situation dégradée, qu'on va vraiment économiser des énergies. Parce que cet mouvement-là, avec les briquets, il va économiser beaucoup plus d'énergie que cet mouvement-là avec un arche, etc. En tout cas, ta formation, pour l'avoir passée, on va vraiment dans l'essentiel. On travaille sur la méthodologie pour s'en souvenir sur le long terme. Ouais. On a un petit mémo. Et puis, je vois qu'en plus que la formation évolue de plus en plus, parce qu'actuellement, tu es en cours de formation. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est dans cette salle aussi. Et du coup, ça répond à quand même pas mal de choses. Ça répond énormément de choses. Et voilà, c'est comme tu as dit, on essaie d'évoluer la formation. Aujourd'hui, je compte aussi avec des prestataires extérieurs aussi, notamment Olivier Bourset qui a fait la traversée du Groenland, qui me fait toute la partie bloc de randonnée et tout ça. Donc c'est un accompagnateur moyen montagne, il fait des expéditions, donc il n'y a personne de meilleur pour faire ça. J'ai Jérémy Poulain, les créateurs, les explorateurs de la Provence, qui me fait beaucoup de choses aussi, notamment tout ce qui c'est les biotopes, tout ça, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement. Parce que comme je dis, moi dans ma formation, je ne peux pas donner une formation en France et parler du biotope, par exemple, tropical. Donc, oui, ça reste basé sur la... Si demain, peut-être, je demande justement pour parler de la jungle, tout ça, oui, je vais faire venir un prestataire spécialiste dans ce domaine-là. Okay. Donc, c'est pas moi qui vais m'aventurer en raconter des choses et tout ça. Alors que... voilà. Comment tu vois l'avenir là? Comment tu vois ton avenir après tout ce que tu viens de passer là? Écoute, moi je suis très optimiste dans mon avenir. Si peut-être si je pouvais faire un voyage dans le temps pour rencontrer mon moi d'avant. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute mec, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu vas ramasser un pot, ça va être compliqué, mais ça va bien se passer. Tiens bon, ça va bien se passer. Okay. Malgré toutes les contraintes, tout ça, les chutes, des hauts, des bas, d'incertitudes des fois, ça va bien se passer. Justement, pour finir, une dernière question. Et merci encore d'avoir accepté cette interview. Et donc du coup, si vous avez aimé aussi cette vidéo, pensez à mettre un pouce en dessous de la vidéo, mettez un commentaire pour soutenir la Fondation Résilience et Enrique et ses formations. Et ma dernière question est, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vit actuellement dans une période très noire, où justement il a des pensées noires, et qui peut-être il est à la rue, et qui a vécu comme toi cette perte de solde et cette perte d'esprit en plus, parce qu'on perd l'esprit, on perd la boule. Qu'est-ce que tu pourrais le conseiller, dire ou autre chose? C'est ton dernier mot de... Écoute, moi, c'est une question assez particulière. C'est pas... Tu as 2 minutes. Hein? Si tu veux ok, pour donc réfléchir. là, si je vais réfléchir sur ça, non, c'est très intéressant. Je pense que ce chemin-là, on doit les passer. Je pense qu'il ne faut pas lutter contre le gibre, non, etc. Comme on fait au début. On se culpabilise, on se martyrise. On dit... Non, mais aujourd'hui, je comprends que c'était justement les chemins que je devais parcourir, en fait. Je devais faire, je devais vivre. Pour acquérir beaucoup plus de maturité. Voilà, déjà c'est ça. Pour apprendre plus sur moi-même, plus sur qu'est-ce que c'est être un être humain. Je ne sais pas si ça peut dire des choses comme ça. Mais être quoi? Un être humain. Un être humain, oui. Voilà, être un être humain. Voilà, pour être plus humain, je pense. Parce qu'avant, surtout,
Nous, quand on vient de certaines unités un peu plus spécialisées, quand on passe surtout à la Légion, on a beaucoup d'ego. On se prend toujours à haut. Du coup, à la fin, il y a beaucoup de phases, tu vois, tu te trouves à la rue, tu te trouves dans un hôpital oublié, voilà. C'est ça, la sensation que j'avais, c'est ça. Et à la fin, tu te trouves aussi en train de guider des personnes, tu guides des jeunes qui sont en situation difficile, tu guides des personnes en situation de handicap, qui c'est une claque d'humanité gigantesque. C'est clair. Et aujourd'hui, voilà, après je vais répondre sur ta question. Aujourd'hui, moi, avec ma formation, avec ma connaissance, j'arrive aussi à donner des sports aussi à mes copains. Voilà. Donc j'arrive à remobiliser, je les ramène dehors, je les mets un peu de challenge, des fois il y a des débats ici, ouais non mais je pense que c'est ça, donc à la fin les cerveaux ils travaillent, ils apprennent des choses nouvelles. Voilà, donc mais ce que je dirais pour ces personnes-là qui sont encore dans cette situation, c'est chemin, c'est à vous, c'est votre combat, il faut les passer. Il faut les passer. Mais à un moment donné, comme tous les combats, imaginons comme un combat de boxe, ça va finir. Peut-être tu vas prendre un KO, oui, peut-être tu vas finir un KO. Mais tu peux se relever et partir sur un autre combat. Tu vois, donc tu peux partir sur un autre combat, tu peux s'entraîner, s'améliorer et repartir. Mais je pense que le message que j'aimerais bien passer à ceux qui ont besoin, et c'est les mots que Geoffrey m'a dit tout au début, qui m'a marqué, je pense, à vie. T'es plus tout seul. Donc, pour ceux qui ont besoin, voilà, la fondation, elle se trouve à Brno, okay, dans l'Ain. Vous aurez tout sous la description. Tout. Venez, vous êtes plus tout seul. Que vous soyez pour discuter, pour passer en formation, ou peut-être même pour être hébergé en cas des urgences et besoins, que c'était mon cas. Hein. Vous êtes plus tout seul. Vous êtes plus tout seul. Une fois qu'on est là, on se comprend. Des fois, on se prend la tête. Il n'y a pas de souci, c'est comme ça, on se prend la tête, mais après, ça se règle. Et après, voilà, ça devient une famille. Voilà, c'est comme nous, ça fait un moment qu'on entraîne ensemble. On a passé pas mal de choses déjà ensemble. Hein. C'est clair. En sachant que tu m'as aidé énormément aussi avec la formation aussi, des conseils et tout. Hein. Voilà, donc je pense qu'une fois qu'on est là, on est plus tout seul. Voilà. Merci Enrique. Merci à toi Mathieu. Comment je vais ensuite? Ouais. Oh, j'ai mal aux fesses. Ah oui. Genèse. Chaud. Je pense que je n'ai jamais parlé autant. C'est vrai? Ah oui. Tu te sens bien là? Ça va? Non, je ne veux pas dire que je me sens bien, je me sens pas mal, tu vois. Ouais, voilà, c'est une chose qu'avant, tu vois, elle était dans un box de CrossFit, il y avait beaucoup de gens qui se préparaient pour aller à l'armée, tu vois. Et ces jeunes, ils ont commencé à me demander des conseils justement pour la préparation physique et tout ça. Et du coup, chaque fois qu'ils me demandaient, oui, mais tu es à la Légion, mais tu fais quoi? Du coup, je dis, non, écoute, je suis dans un parcours administratif. Je ne vais pas parler bon, non, je suis en on esquive. Ouais. On esquive. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, même pour dire, écoute, je suis radié de la Légion, ouais, j'ai fait un peu la merde, eux aussi, ils ont fait un peu la merde, je dis, tu vois. Ouais, du coup, c'est fait. Les filtres, il existe, mais il n'est plus fermé en fait. Tu vois. Et tu te sens comment le fait d'être plus ouvert et en parler facilement comme ça? Moi, je me sens bien. Je pense que ça me cause moins de mal. Et ça permet aussi d'aider les autres, tu vois. Ok, cette journée s'achève et c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine et surtout, ne lâchez rien. Ciao.